Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Aujourd'hui, en France, les surfaces cultivées en bio représentent 8% des surfaces agricoles utilisées. Dans cet épisode, on va donc parler de conversion en bio. Je vous emmène donc dans le sud de la France, du côté de Béziers, chez Thomas et Chloé, où j'ai passé 10 jours. Chez Thomas, l'agriculture est une histoire de famille et avec Chloé, ils se lancent à leur tour dans l'aventure, en reprenant les terres viticoles de son père, qu'ils vont donc convertir en bio, mais pas que. Ils arrachent également une partie des vignes pour installer un projet nourricier et diversifié avec du maraîchage et des poules pondeuses. Comment s'y prennent-ils pour opérer un tel changement et lancer leur projet ? Je les laisse tout nous expliquer. Bonne écoute ! Du coup, je suis aujourd'hui avec Thomas et Chloé. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Je m'appelle Thomas Favo-Barthès, j'ai 31 ans et là aujourd'hui on est sur la commune de Béziers, là où sont les terres. C'est les terres qu'on reprend de mon père, il y a environ 5 hectares. Moi c'est Chloé, j'ai 30 ans. Je m'installe avec Thomas ici. On est arrivé en octobre 2020 et donc pour préciser, le lieu-dit exactement c'est Poussan. Il y a 4 hectares de vignes et 5000 m² de maraîchage que l'on va mettre en place à partir de l'année prochaine sur de la vigne qui a été arrachée. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une petite brève de campagne ? Et là c'est la fin de la taille. Donc on est encore là-dedans et ça prend beaucoup de temps, donc on était à fond dans la taille en ce moment. Allez, on est là pour tout dépoter. Là on est en train de tailler avec Chloé. La taille se fait quand le végétal est au repos quoi. Et donc ça se fait fin d'automne et hiver. Avant que les bourgeons nous sortent quoi. Ça va faire en sorte que la vigne elle soit cultivable en fait en gros, parce que si on ne taille pas c'est plus cultivable. Par cultivable on entend mécanisable, parce que là la vigne qu'on taille elle est palissée. Et du coup ça permet de passer en fait avec le tracteur plus facilement entre les rangées de vignes. Et du coup le fait de la tailler ça permet de la maintenir aussi sur un plan en fait. Et puis après il y a plein d'objectifs quand on taille aussi. Selon le rendement de raisin que l'on veut, on ne va pas forcément tailler de la même manière. Et donc sur vos vignes, c'est quoi les deux grands types de taille qu'on peut voir ici ? C'est la taille en guyot et en cordon de Roya. C'est vraiment ici vers chez nous, il y a à peu près que ça qu'on voit quoi. Il y a aussi la taille en gobelet quand les vignes ne sont pas palissées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil de fer qui les maintiennent dans un plan. Mais en gros c'est quand même guyot et cordon de Roya quoi. Et il y a aussi quand même de plus en plus de la taille mécanique, taille rase qui se fait au tracteur. Nous on n'a pas encore cette technologie là. Et c'est vrai que c'est pas pareil quoi. Taille au tracteur c'est ça a pas c'est pas aussi précis que l'homme quoi, ça vient juste tailler à un certain niveau mais bon, pour certains ça suffit amplement et ça diminue tellement les coûts de taille que ça vaut le coup. Parce que la taille c'est sûrement le poste en main d'œuvre le plus important de l'année en viticulture. Donc si on le mécanise, on gagne de l'argent. En gros. Mais il ne faut pas que ce soit au dépend de la culture et il y en a qui arrivent à réussir à atteindre leur objectif tout en taillant en taillage mécanique avec le tracteur. Et alors guyot, ça ressemble plutôt à un moignon, c'est ça ?
Et cordon de Roya. Ouais, alors le cep de vigne, c'est le truc qu'on voit là, que tout le monde connaît un peu là, qui est assez gros en bois là et qui arrive à une certaine hauteur, on va dire 50 cm. Le guyot, c'est vrai que ça fait un peu un moignon avec une baguette qui ressort et qui va être accroché au fil porteur. Et le Roya, c'est la taille en cordon de Roya, c'est que tu as des gros bras qui partent de chaque côté. À l'horizontale. À l'horizontale. La taille, on l'a commencé en novembre 2020 et là, on espère finir cette semaine, mi-mars. Voilà. Ça va se fêter, ça. Vous êtes en train de dire que vous reprenez justement une partie des terres de ton père, Thomas. Qu'est-ce que vous faisiez avant, justement, et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à avoir fait ce choix et à reprendre les terres? Ça, c'est une grande question. Bon, moi, j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique. Voilà, j'ai travaillé d'abord au Canada pendant 5 ans, plutôt dans le domaine de la construction. Et après, je suis rentré en France il y a un peu moins de 2 ans, ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Et on s'est rencontrés avec Chloé au passage. Et après cette rencontre, on avait tous les deux un jour envie d'avoir un projet agricole. Et voilà, mon père partait à la retraite et on s'est dit, de toute façon, si on s'y met pas maintenant, c'est pas à 50 ans qu'il faudra s'y mettre. Vu le projet qu'on a, ça prend du temps à implanter. Si on veut voir les résultats, ce serait bien de commencer jeune. Tout à fait, ouais. Thomas a bien dit les choses. Et du coup, moi, donc j'ai un diplôme d'ingénieur agronome que j'ai eu en 2016. Donc suite à mon diplôme, c'est vrai que j'ai tout de suite cherché à avoir des boulots de terrain, donc pas forcément des postes d'ingénieur, donc plutôt de technicienne. J'ai été contrôleuse terrain pour la PAC, donc c'est-à-dire que je contrôlais les subventions européennes principalement sur le terrain chez les agriculteurs. J'ai été inspectrice sanitaire dans les vergers drômois le temps d'une saison et j'ai également été bergère le temps d'une saison aussi en 2020. Voilà. Et nous voilà ici en 2021. Et alors, c'est quoi qui vous a attiré justement dans ces métiers de la terre? Moi, personnellement, j'avais ce besoin d'être un peu dans la réalité tout le temps, quoi. Et du coup, c'était d'être sur le terrain, en fait. Moi, à la base, j'aimais beaucoup la biologie. Du coup, je voulais faire des études de biologie, être sur le terrain, etc. Et puis, en fait, de fil en aiguille, c'est un petit peu le domaine agricole qui a été ciblé, quoi. Et du coup, ouais, moi, j'ai vraiment besoin d'être dehors et sur le terrain pour m'épanouir et avoir l'impression de faire quelque chose qui est sensé, quoi. Et de mon côté, c'est vrai que moi j'ai pas trop suivi, et puis on est trois dans la famille, personne n'a suivi un peu la voie de mon père à la base, on a tous fait un peu notre vie ailleurs et pour mon cas on va dire c'est plutôt des préoccupations environnementales qui m'ont poussé à m'intéresser et au monde de l'énergie et au monde de l'alimentation. Et puis c'est le fait que j'avais vraiment envie de m'activer, de faire des choses concrètement qui m'a poussé un peu à aller vers l'agriculture. Et c'est beaucoup plus simple quand on a déjà, entre guillemets, du foncier et un outil de production. Super, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de votre activité viticole que vous reprenez? Qu'est-ce que c'est que vous avez comme vigne par exemple? Ouais, alors là, la petite complexité, c'est que voilà, les terres appartiennent à mon père, c'est lui qui les exploite, et donc il n'est pas encore à la retraite. Donc l'objectif, c'est de mettre un peu le pied à l'étrier et commencer dès cette année sur une surface de 4 hectares en vigne. Et les 4 hectares qu'on aura, ça sera du Cabernet Sauvignon. Du Cabernet Sauvignon et une toute petite partie de Cinsault. Donc c'est une vieille vigne et donc on en a arraché déjà la moitié, c'est-à-dire à peu près 5000 m² pour faire le maraîchage l'année prochaine. Voilà, et puis au total, le père de Thomas, il a quand même davantage de cépages différents, du merlot, du muscat petit grain, de la syrah,
Vous allez convertir en bio. Comment ça se passe concrètement pour convertir un domaine comme ça en bio, en viticulture? Pour convertir en bio de la vigne par exemple, déjà c'est une conversion qui dure 3 ans, parce que c'est une culture pérenne. Pour de la terre, du foncier sur lequel il va y avoir du maraîchage, où il y a du maraîchage ou une céréale, ce sera 2 ans de conversion. Et du coup, passer du conventionnel au bio, ça implique premièrement de ne plus utiliser d'herbicides. En bio, tout herbicide est interdit. Et ensuite, de ne plus utiliser de pesticides de synthèse. Donc des pesticides d'origine naturelle peuvent être autorisés en bio. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire alors justement? Parce que c'est vrai que souvent, quand on vient pas de ce monde-là ou dans les médias, on peut lire beaucoup de sujets sur les pesticides. Mais alors que ça veut dire quoi un pesticide bio exactement? Donc un pesticide, qu'il soit bio ou pas bio, c'est une molécule en fait qui va être biocide, donc qui va tuer du vivant quoi. Donc ça peut être d'origine naturelle, mais quand même tuer du vivant. Donc là, par exemple, en viticulture bio, et spécifiquement dans l'Hérault, il y a une maladie sur la vigne qui s'appelle la flavescence dorée, qui est donc un virus transmis par un insecte qui s'appelle la cicadelle. Et donc on est obligé de faire 3 traitements sur cet insecte, même quand on est en bio. Donc on achète un insecticide bio qui coûte très cher et qui tue les insectes clairement quoi. Voilà. Et pourquoi ils vous obligent en fait à faire ce traitement forcément? Et on est obligé de faire ce traitement parce que quand les vignes sont atteintes de ce virus, la seule solution en fait c'est l'arrachage quoi. Donc c'est vrai que c'est assez c'est un petit peu grave quoi. Donc et c'est surtout que ça peut atteindre les vignes des voisins. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être responsable de l'arrachage des vignes du voisin quoi. Il faut être super vigilant. On peut tous les ans faire des comptages de cicadelles, essayer de les repérer, prospecter dans ces vignes les symptômes de la flavescence dorée et plus les traitements. Il faut ajouter qu'il y a des groupes locaux qui peuvent se former pour faire exactement ce que vient de dire Chloé, prospecter et aller voir s'il y a des dégâts. Et en fonction de s'il y a des dégâts, des comptages qu'il y a eu, on peut baisser, l'arrêté préfectoral peut diminuer de 2 à 1 traitement, avoir pas forcément de traitement obligatoire. Voilà. Nous, l'Hérault, on est très impacté par ça, donc c'est peut-être parce qu'on a beaucoup de vignes qu'on est très impacté là-dessus. Mais voilà, il faut faire gaffe à ça. Et pour compléter aussi le point pesticides, on va dire qu'il y a 3 grands types de pesticides. Donc les insecticides, les herbicides, qui sont interdits en agriculture biologique, et les fongicides, beaucoup utilisés en viticulture, parce qu'on lutte beaucoup contre des champignons en viticulture. Voilà. Et donc en agriculture biologique, on utilise beaucoup le cuivre, de la bouillie bordelaise, comme à l'époque. Et ce qui n'est pas forcément bon non plus, faut pas le mettre dans l'eau, le cuivre, c'est pareil, c'est pas non plus... faut faire attention aux doses qu'on met, combien on en applique, bien sûr il y a des réglementations. Et le but c'est de travailler, que ce soit au niveau du végétal pour qu'il résiste peut-être un peu plus, ou que ce soit dans les pratiques agricoles pour en mettre le moins possible. Et en fait du coup j'ai l'impression que du coup dans la bio, ça va surtout améliorer que ce soit des pesticides bio, ça va être meilleur pour notre santé en tant que consommateur, pour la santé des agriculteurs certainement aussi, parce que c'est eux qui sont le plus au contact. Mais en fait pour la nature, entre guillemets, la biodiversité, ça reste un id quoi, un tueur. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si, par exemple, on passe du conventionnel au bio juste pour une histoire de finances, c'est-à-dire que le raisin va être mieux payé en bio, et qu'on change le moins possible ces pratiques, on fait juste du remplacement de produits par du produit bio, et qu'on va pas plus dans la réflexion
dans l'adoption de pratiques plus écologiques, c'est sûr qu'une agriculture bio peut être pas forcément bénéfique à 100% pour l'environnement, quoi. Il faut aller un petit peu au-delà. C'est très complexe ce sujet quand même. C'est vrai qu'on essaye de se nourrir comme on peut, surtout qu'on est quand même nombreux à devoir manger. Et comme on voit dans l'Hérault, il manque des surfaces agricoles pour nourrir tout le monde. Mais donc forcément, des fois, la viticulture, c'est pas une nourriture, c'est une boisson pour du vin. Mais sans pesticides, qu'ils soient bio ou non, y a pas de, ce métier-là n'existerait pas. Voilà. Après, ça peut être un débat philosophique si on veut. C'est vrai que ça, il faut bien l'avoir en tête. Je pense que souvent le consommateur, il pense que, que le bio c'est bien et que le conventionnel c'est pas bien. Mais même en bio, pour avoir une production, on utilise des biocides de manière très courante. On n'a pas parlé du molluscicide pas mal utilisé en maraîchage contre les mollusques, donc principalement les limaces. Clairement, quand on a une activité de maraîchage et qu'on veut en vivre économiquement, même si au départ on voulait pas se servir de ces molluscicides, je pense que il y en a énormément qui passent le pas et qui l'utilisent, quoi, parce que tu peux pas te permettre de te faire manger tes salades par des limaces et perdre tes salades, voilà. Mais en gros, pour le vivre de l'intérieur, après c'est peut-être chez nous ou j'en sais rien avec les gens qu'on rencontre, mais c'est vrai qu'il y a quand même une réflexion derrière tout ça, de pas forcément employer des choses systématiquement. Personne ne va mettre du molluscicide si on n'a pas trop de mollusques. Et il y a de plus en plus de réflexions sur tout. Par exemple, nous en viticulture biologique, on va utiliser de la confusion sexuelle pour limiter. En fait, il y a un ver de grappe là qui vient dans la grappe en viticulture. Et on peut soit mettre un insecticide, soit essayer de repousser, de ne pas faire en sorte que les mâles et les femelles ça coupe, si j'ai bien compris, avec une espèce d'hormone. Et donc nous, on va tester ça cette année. Et ça permet de ne pas utiliser d'insecticides. Et puis après, on peut faire des comptages pour voir s'il y a vraiment une pression ou non. Donc en fait, c'est toute une technique qui vient avec. On trouve qu'on est agréablement surpris dans l'entourage agricole de voir que la Chambre d'agriculture, nous, de l'Hérault, aide beaucoup, que d'autres associations, comme nous, c'est le Civem Bio 34 aussi, sont là pour nous aider. Terre Vivante, ça c'est plutôt pour l'installation, mais aussi ils sont là pour aider aussi. En fait, voilà, il y a plein d'organismes et il y a même les acteurs agricoles, je trouve, sont quand même dans une dynamique de progrès là-dedans. Et vous, du coup, comment vous vous positionnez pour l'instant par rapport à ça et comment vous arrivez à vous l'approprier? Par rapport à l'usage des pesticides? Par rapport au bio et à votre voisinage aussi? C'est vrai que nous, on arrive dans le milieu là. On est conscient que c'est vraiment pas forcément facile d'avoir une production comme ça en claquant des doigts. Donc même si on part avec une certaine éthique, qu'on a envie de faire de la bio plus, on sait que peut-être à un moment donné, il va falloir mettre de l'eau dans notre vin, quoi. En fait, en viticulture, par exemple, si les freins à être en bio ou non, ça va être peut-être la surface que l'on a, puisque si on ne veut pas mettre d'herbicide, généralement on va quand même travailler, surtout dans un endroit très sec comme l'Hérault, on va travailler sous le rang mécaniquement, et ça c'est avec des outils qu'on appelle intercept, qui vont remuer la terre entre les souches. Et ça coûte assez cher déjà premièrement, donc ça limite peut-être l'achat pour les petites structures, mais pour les grosses structures en termes de temps c'est énormément de temps, et donc il y a beaucoup de passages, beaucoup de tracteurs, c'est assez chiant. Et même pour les pesticides bio, donc c'est le cuivre, donc le fongicide, imaginons c'est le cuivre et le soufre, c'est des produits de contact qui sont lessivés par la pluie, et donc s'il y a beaucoup de pluie et beaucoup de pression, sur peu d'hectares on arrive à
à tout traiter d'un coup, mais si quelqu'un a par exemple 200 hectares ou plus, il va avoir du mal à faire ces 200 hectares sur une période de 4 heures. Donc voilà les freins qu'il peut y avoir pour passer en bio. Donc peut-être qu'il faut aussi avoir des fermes plutôt nombreuses. En gros, bon, ouais. C'est comme ça, le monde est tel qu'il est. C'est vrai qu'on est passé à la mécanisation et à des grandes surfaces. On va pas faire de critiques, mais c'est vrai que plus il y aura de paysans et plus on pourra limiter aussi les pratiques. Plus on pourra faire de pratiques peut-être économes en produits et plus adaptées aux contraintes. Je me posais une question aussi, parce que donc on est dans une région qui s'est vraiment spécialisée dans la viticulture. Et je me demandais d'ailleurs, en me baladant dans les vignes, qu'on peut voir vraiment à perte de vue, si justement ces IGP et AOC, ça n'avait pas eu aussi comme un petit peu un effet pervers de vraiment d'inciter tous les agriculteurs à devenir vignerons en fait et à se spécialiser dans la vigne, au détriment un peu d'une agriculture nourricière plus diversifiée en fait, donc de maraîchage ou autre. Alors là, je pense que ce qui a fait qu'on produise autant de vignes ici, ça a dû être les facteurs climatiques qui permettaient quand même de produire plus facilement qu'ailleurs. Et ensuite, il y a eu les transports, donc l'achèvement du canal du Midi et du port de Sète, et aussi les méthodes de stabilisation, enfin les méthodes de conservation du vin qui ont été améliorées. Du coup, on s'est mis à vendre notre vin partout, et comme on le faisait bien, tout le monde, et que ça rapportait de l'argent, tout le monde s'est mis à produire du vin, parce que ça rapportait plus d'argent que, j'imagine, faire pousser des légumes. Et puis après, quand on fabrique des AOC, c'est pour qu'il y ait plutôt un synonyme de qualité. Et c'est vrai qu'après, quand on est en AOC, qu'on veut faire le chemin inverse, c'est plus compliqué puisque il y a déjà une historique du territoire, et il y a aussi le fait que les terres coûtent beaucoup plus cher. Viticole, par exemple, en AOC, vers chez nous, il me semble, c'est dans les alentours de 45 000 euros l'hectare, versus 15 000 euros quand c'est juste pas en AOC, quoi. Donc, nous, par exemple, avec Chloé, on va faire du maraîchage. On a racheté 5000 m² de vignes, donc un demi-hectare. C'est comme si ça coûtait 7500 euros. Et dans d'autres régions, ils ont plusieurs hectares avec ce coût-là de foncier. Alors imaginons que ce serait en AOC, ça aurait été 22 000 euros pour 5000 m². Et alors ceux qui n'ont pas de terre et qui veulent s'installer, c'est difficile, quoi. Et est-ce que vous connaissez par exemple les surfaces dédiées à la viticulture ici dans la région ? Dans l'Hérault, on avait regardé, je crois que c'était 85 000 hectares pour un équivalent de 185 000 hectares agricoles dans l'Hérault. Donc ça représente, allez, on va dire la moitié. Ce qui est énorme. Ce qui est quand même énorme. Le reste, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Un peu de céréales forcément, un peu de fruits et légumes, mais ça représente rien en surface. J'imagine un peu de fourrage, du pâturage. Mais d'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour qu'on regarde peut-être l'outil Cratère, dont on voulait vous parler aussi dans cet épisode. Donc parce qu'avec Thomas, on est tous les deux membres de l'association Les Greniers d'Abondance, qui est une association qui fait de la recherche sur les voies de résilience alimentaire et qui développe des outils en open source, donc libre d'accès à tout le monde pour justement mettre en place les voies de résilience sur son territoire. Et donc aujourd'hui, on tenait à vous parler d'un de ces outils-là qui s'appelle Cratère, qui est le calculateur de résilience alimentaire des territoires, que vous pouvez trouver chacun sur Internet. On peut taper une commune ou un EPCI, c'est-à-dire une communauté de communes, d'agglomération, une métropole, ou un département. Voilà, c'est par. Je peux taper Béziers par exemple. Allez, je tape Béziers. Hop, on rentre. Et donc il va y avoir 4 gros indicateurs. L'adéquation entre la production et les besoins, les pratiques agricoles, si elles sont environnementalement bonnes ou non, la population agricole, si elle est en déclin ou non, et la politique foncière, est-ce que les terres agricoles s'artificialisent ou non. Voilà. Et donc il y a un ensemble de notes. Je ne vais pas aller sur la commune de Béziers parce que ça ne veut pas dire grand-chose à l'échelle d'une commune. Je peux aller à l'échelle par exemple du département de l'Hérault.
Et donc si on voit dans production et besoins, donc c'est-à-dire l'adéquation entre ce qu'on produit ici et nos besoins alimentaires par rapport au régime alimentaire actuel, ben, la note du calculateur est de 1 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait il manque clairement des hectares agricoles dans l'Hérault. On aurait besoin pour notre régime actuel de beaucoup plus d'hectares, donc on aurait besoin de quasiment 800 000 hectares. Et on n'en produit que même pas de 200 000. Donc c'est divisé par 4. Donc on a ce gros problème-là. Et plus le problème que 50% c'est de la viticulture. Voilà. Après il y a d'autres indices, il y a les pratiques agricoles. C'est un territoire quand même avec beaucoup de parcelles en agriculture biologique. Donc ça a 8 sur 10. Après la population agricole, est-ce qu'elle est en déclin ou non ? Et forcément elle est en déclin. Et la politique foncière, elle est vraiment mauvaise aussi, 2 sur 10, parce que ça artificialise beaucoup aussi ici. C'est un territoire qui accueille de plus en plus de personnes et qui s'artificialise, quoi. Voilà. Donc après, l'outil, donc il donne ses indicateurs, il donne du détail sur chaque indicateur. Par exemple, prenons celui de l'adéquation entre la production et les besoins. Eh ben, on va aller par type de produit. Voilà. Donc les produits pour les animaux, le fourrage, les céréales, les oléoprotéagineux. Et donc on va voir la couverture, le taux de couverture des produits Par rapport aux besoins. par rapport aux besoins. Et donc on peut voir que la viticulture couvre 870% des besoins de la région. Ouais, et ça doit être encore plus gros. C'est ça. C'est possible que ce soit encore plus gros parce que là, les surfaces qui sont prises en compte, ce sont les surfaces déclarées à la PAC. Et historiquement, les surfaces en vigne, elles n'étaient pas trop déclarées à la PAC puisqu'il n'y avait pas d'aide à la surface. Donc a priori, on peut considérer qu'il y a encore plus de surfaces en viticulture que ce qui est indiqué là. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir sur votre commune ou sur votre département quelle est la note de résilience de votre territoire, n'hésitez pas à aller voir Cratère. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc là, on voit que dans la région, on a un bel exemple de spécialisation qui a mené justement à un manque de diversité dans les productions agricoles. Et vous, justement, vous nous disiez que vous vouliez diversifier aussi l'activité sur vos terres, donc notamment avec le maraîchage et aussi, je crois, un atelier de poules pondeuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus d'où vous en êtes là-dessus ? C'est ça, c'est le projet. C'est vrai qu'à la base, notre envie de projet agricole, c'était surtout de faire quelque chose de nourricier. Je pense à Thomas et moi. Hein. Et puis l'opportunité était là de reprendre des terres viticoles avec un outil de production, comme disait Thomas. Donc forcément, on saute sur l'occasion. Et puis ça nous offre aussi le foncier pour diversifier en maraîchage. Et puis on s'est rendu compte que produire des œufs, c'était pas trop compliqué a priori et assez complémentaire. On peut facilement faire pâturer des poules sous la vigne à peu près 8 mois de l'année. C'est ce qu'on aimerait faire. C'est quoi d'ailleurs l'intérêt de faire pâturer les poules sous la vigne ? Eh ben on le sait pas encore. C'est Expérimental. Non, si on pense quand même qu'il y a certains bénéfices. Là, Sarah, tu as pu le constater aussi, dans les vignes, il y a beaucoup d'escargots. Et les escargots peuvent manger les bourgeons. Et donc, s'il y a trop de bourgeons qui sont mangés, ça fait moins de raisins. Donc, on peut supposer que les poules qui pâturent sous la vigne vont faire baisser un petit peu la pression des escargots. Et puis, pour le maraîchage, un petit peu le point noir, c'est les limaces. Donc, peut-être que s'il y a des poules qui pâturent autour, ça peut aussi diminuer la pression en limaces. Et puis c'est un bon désherbage naturel, la poule aussi. Hein. Donc voilà, on va tester ça. Et l'engrais. Et l'engrais. Et l'engrais. Bien sûr. Voilà. Donc pour faire pâturer les poules, le système c'est d'avoir quelque chose de mobile quand même. Enfin, soit on a un bâtiment qui est fixe à un endroit et on construit tout un parcours pour que les poules aillent où elles veulent. Soit on construit un bâtiment qui peut se déplacer et on peut déplacer par moment, hein, peut-être pas tous les jours, mais à des intervalles un peu plus longs, des poules dans certaines zones
pour qu'elles aillent par exemple sur cet hectare de vigne là ou entre les parties du maraîchage ou voilà. Avec le fameux poulailler mobile. Et du coup, je sais, Thomas, que tu avais fait une formation avec l'atelier paysan pour apprendre comment construire un. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc déjà l'atelier paysan, c'est un organisme qui prône un peu l'autonomie technique paysanne, donc que les paysans puissent fabriquer et réparer leurs outils, c'est primordial. Et c'est vrai que les vieux y arrivent, ils sont quand même assez bons, mais je suis pas sûr que tout le monde soit enfin moi en tout cas, je savais pas souder et je suis pas très technique et là ça fait plaisir. Enfin au niveau vraiment pratique, j'ai plus fait des études que fait de la pratique. Et donc là ça m'a permis d'apprendre à souder, découper, travailler le métal en fait tout simplement. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'un paysan a produit en open source, donc c'est-à-dire qu'il a construit un poulailler mobile dont les plans sont disponibles librement sur internet. Et l'organisation Atelier Paysan le met sur le site internet et après va organiser des formations autour de la construction de cet outil-là. Donc pour en dire un peu plus, là c'est un poulailler qu'on va pouvoir... on construit aussi une remorque à côté, donc on va pouvoir déplacer soit à chaque fois qu'on change les poules à l'intérieur, tous les 1 an et demi, 2 ans, ça dépend combien de temps, on garde nos poules. Soit peut-être un peu plus régulièrement, nous on aimerait bien que ce soit un peu plus régulièrement, pour les faire passer de la vigne, mettons, au printemps, enfin pas avant le printemps, pardon, en hiver, et quand vient la période des traitements, enlever les poules et les mettre ailleurs. Voilà. Et du coup, quand vous les lâchez comme ça dans une nouvelle parcelle, vous faites comment pour qu'elles n'aillent pas partout non plus? Vous les parquez? C'est ça. Comme des brebis, il y a des filets électrifiables qui sont assez hauts quand même, qui permettent de faire des parcs mobiles, donc que l'on place comme on veut autour du poulailler et donc on peut encadrer la surface que l'on souhaite assez facilement, quoi. Ok. Et du coup, pour la partie maraîchage, est-ce que vous savez un petit peu déjà quels légumes vous comptez faire pousser? Qu'est-ce qui pousse dans la région? Eh bien nous, comme a priori on va faire de la vente directe sans doute en panier, il faut avoir une production qui est assez diversifiée. Donc ce sera du maraîchage diversifié. Donc évidemment il y aura un petit peu tous les légumes d'été que tout le monde connaît et que tout le monde aime beaucoup. Donc aubergines, poivrons, tomates, courgettes, épinards, salades, mâches pour compléter, peut-être un peu de choux. Carottes, les oignons, les poireaux, enfin il y a une quarantaine quoi. Ah ouais. Une quarantaine à tous les deux du coup? Ouais, c'est ça. Sur 100 000 m². Ah, les pommes aussi vont pouvoir grimper un peu là. Hop. On va se faire plaisir. C'est quoi là que tu vas faire? Mettre un grillage pour les pommes en tout. Est-ce qu'ils ont besoin d'être tutorés un petit peu? Toi t'as radis fleuri. Ah ouais. Et tu vois, là, celui-là il s'accroche à son pote d'à côté. Et le mieux c'est qu'il s'accroche sur un tuteur et qu'il se dresse. Ok. Voilà. Et donc on a tardé pour mettre le tuteur parce qu'on l'avait pas, maintenant on l'a récupéré. Il faut qu'on le mette. T'as les fleurs? Donc il y aura 1 ou 2 serres. Donc ce sera des planches permanentes a priori. Donc par permanente, on entend qu'on les construit une fois et ensuite on les travaille le moins possible, quoi. Le sol de ces planches n'est plus retourné, on marche jamais dessus pour pas le tasser. Et c'est des planches qui sont amendées très régulièrement. Donc amender, c'est apporter de la matière organique ou de l'engrais organique assez souvent, quoi. Là, pour tout ce qui est technique là-dessus, il faut écouter l'épisode 3 de Les mains dans la terre. Sur le maraîchage en sol vivant. Et du coup, là, en attendant, vous faites vos tests dans le potager des grands-parents de Thomas, c'est ça? C'est ça.
Donc on a de la chance d'avoir cette petite surface complémentaire à côté pour s'entraîner un peu. Et du coup, on est en colocation avec les grands-parents de Thomas sur cette parcelle, qui de base ont certaines pratiques qu'ils ont l'habitude de faire d'une certaine manière, avec des rigoles, passer le rotavator. Et nous, a priori, on ne fera pas comme ça sur nos planches de maraîchage, mais c'est super intéressant de voir comment font papy et mamie. Et alors là, Chloé, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Et bien là, papy est en train de labourer. Donc, eux, ils appellent ça labourer, mais en fait, il passe un outil qui est un rotavator et qui va faire une sorte de lit de semences, lit de plantation assez fin. Et du coup, ensuite, on va planter les salades. Des petits plants de salade. Maintenant, Chloé, il va falloir décider où on va planter, semer. Est-ce que vous voulez faire une expérience avec la permaculture? Là, Thomas, il est allé acheter de la bâche tissée, tu sais. Oui. Donc déjà, on pourra essayer de mettre les fraises là, sous la bâche. Donc ouais, il y a la thématique de l'installation aussi, puisque c'est vraiment un défi des prochaines décennies, vu que les agriculteurs, la moyenne d'âge, je crois, elle est de 52 ans d'un exploitant agricole. Donc il va y avoir une grande transition à faire et il faut que vraiment on arrive à installer, c'est-à-dire à faire en sorte que de nouvelles personnes soient agriculteurs. Pour notre cas, on était tellement pressés et réjouis à l'idée de lancer ce projet qu'on voulait tout faire d'un coup et on a quand même vu que s'installer en agriculture, ça prend du temps. Donc pour ceux qui veulent se lancer là-dedans... c'est vrai qu'il y a... Donc c'est pas facile de s'installer, ça prend du temps. Il y a tout un côté administratif qui est assez lourd, surtout quand on veut s'installer avec des subventions. Ce qui est souvent le cas parce que les investissements en agriculture, ils sont assez importants. En tout cas, on a quand même de la chance d'avoir beaucoup d'organismes, d'associations qui sont là pour aider et poursuivre les porteurs de projets. Donc nous, par exemple, on est suivis par l'association Terre Vivante dans l'Hérault. Donc c'est une ADR, donc une association qui aide au développement de l'emploi agricole et rural. Donc c'est une association qui est organisme de formation. Donc quand on est inscrit à cette association, on peut faire pas mal de petites formations courtes assez intéressantes. Puis on a un suivi administratif, toujours une personne qui est là pour écouter, conseiller, orienter. Il y a la chambre d'agriculture qui est là aussi. Donc nous, par exemple, avec Thomas, on suit un parcours à l'installation qui s'appelle le parcours professionnel personnalisé, qui va nous permettre par la suite de demander une aide à l'installation, la DJA. Et donc là aussi, on a un conseiller qui est là pour aider à orienter. Qui d'autre? Il y a le Civam Bio 34, donc qui est spécialisé dans le bio. Donc là, on peut avoir un support technique qui est vraiment pas mal. Ils sont aussi organismes de formation. Donc ils organisent plein de petites formations courtes super intéressantes. Et donc toutes les formations en général, elles visent les agriculteurs à être autonomes en fait. Autonomes techniquement, autonomes dans la réalisation de la comptabilité. Elle vise à aider l'agriculteur à comprendre vraiment tout ce qu'il fait, quoi. Donc c'est vraiment super. Et par rapport justement à l'installation aussi et la transmission par rapport à la personne qui avait avant, vous avez la chance de pouvoir être un petit peu en même temps, en fait, partager ce temps sur la fin de carrière de ton papa Thomas et vous, votre début de carrière. Donc ça,
Ça a quoi de complémentaire en fait et en quoi c'est un super bonus quoi? C'est sûr que nous, ça nous permet de faire nos premiers pas, on va dire, sur petite surface. Déjà, on est très occupé avec ça. Et puis réfléchir aussi à comment on va faire les choses. Ça se fait pas en 2 mois, quoi. Donc le fait de pouvoir faire ça en 3 ans, 4 ans, c'est intéressant. Et aussi techniquement d'apprendre de ce qu'a pu faire mon père. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? On nous a dit que c'était difficile de s'installer en couple. Que ça faisait des dégâts. Donc on verra. Puis après nous on s'entend bien avec Chloé, mais on pense que ça va le faire. Non, pour le coup, c'est vraiment un projet. On avait envie je pense tous les deux, de partager quelque chose de fort, quoi. D'être en couple et d'avoir des moments de partage comme ça, quoi. Donc, je pense que ça va bien se passer. Ça va continuer dans une histoire de famille, donc. C'est ça. Et si pour finir, est-ce que du coup, vous pouvez nous dévoiler le nom de votre future ferme? Eh ben, c'est en réflexion. Ouais, c'est ça, on n'a pas encore. Est-ce que ce sera la poussinière? La poussinière, la poussinière, ça peut être la poussinière. Ça peut être... C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est poussant. C'est poussant. C'est poussant. C'est poussant. C'est poussant. Ok. Bon, peut-être que quand l'épisode sortira, nous aurons le nom définitif de la ferme. Le suspense reste complet. Merci beaucoup en tout cas, Chloé et Thomas. Merci Sarah. C'est la fin de ce 6e épisode. Merci beaucoup à Thomas et Chloé de nous avoir partagé leur début d'histoire, déjà riche d'enseignements. Je salue leur agriculture de conviction qui privilégie le caractère nourricier du projet plutôt que le seul profit économique. Car arracher de la vigne pour faire pousser des légumes, c'est quand même peu courant. Ou peut-être trop peu courant, disons. J'ai été marquée par la grande humilité de leur démarche pour comprendre et s'intégrer dans le voisinage agricole, dont les pratiques sur le terrain peuvent parfois mettre à l'épreuve leurs convictions écologiques. Pour autant, comme ils nous l'expliquent, si la pratique peut sembler faire reconsidérer l'usage de certains pesticides, ils nous invitent avant tout à questionner le modèle des grandes exploitations mécanisées sur plusieurs centaines d'hectares. Car leur conversion au bio leur apprend justement que pour se passer des pesticides, les pratiques nécessitent plus de temps et sont donc plus faciles à mettre en œuvre sur des fermes de taille modeste. De votre côté, si vous voulez creuser le sujet et avoir une idée de la résilience alimentaire de votre territoire et de la diversité des cultures qui s'y trouvent, je vous invite à aller regarder l'outil Crater, C-R-A-T-E-R, de l'association des greniers d'abondance. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à bientôt!